Et c'est parce que la Chine, l'Indochine, le Japon, l'Australie, dont on va parler, sont au cœur de ces événements que nous sommes avec Lucien Bianco, spécialiste d'affaires chinoises, qui vient d'écrire un livre sur la guerre en Chine, ou plutôt une partie de ce livre sur la Chine est consacrée à la guerre de cette période précisément, et qui a fait de nombreux voyages dans ce pays. Aussi, je lui demande tout de suite, Lucien Bianco, est-ce que les Chinois aujourd'hui ont gardé le souvenir de cette occupation japonaise, et, ou plutôt, comment ils ont vécu cette guerre? De façon terrible. Avec, je dois tout de suite émettre une réserve, la Chine est tellement vaste que les Japonais n'ont pas pu l'occuper, n'ont pas pu sévir partout, et on trouverait sûrement quelques centaines de millions de Chinois qui n'ont guère souffert de la guerre qu'indirectement, parce que les enfants étaient partis combattre et qu'il n'y avait plus de main-d'œuvre pour cultiver la terre. Mais autrement, depuis dès le début, ce qu'on a appelé le viol de Nankin, c'est-à-dire des massacres épouvantables, des défaites toutes qui se succédaient les unes après les autres, ça a été un traumatisme que personne n'oublie en Chine. Et il faut encore ajouter que non seulement à l'époque ça a été une épreuve terrible, mais que la Révolution en est sortie. Comme pour la Première Guerre mondiale a permis à donner une occasion extraordinaire pour Lénine, le Parti communiste chinois a trouvé une occasion inespérée dans l'invasion japonaise. Eh bien, on va voir avec vous d'abord les activités japonaises, dont l'action se passe en partie en Chine, et ensuite les activités anglaises qui demeurent elles aussi en partie hors des champs de l'Occident.空襲がつきものであるということは皆さんご承知の通りであります。しかし、この火事を消し止めさえすれば空襲は決して恐ろしいものではありません。したがって我が国では防空といえばもう防火第一主義であります。その防火消火の第一線は何と言いましても家庭防空軍であります。で、皆さんが自分の都市なり自分の郷土なりあるいは自分の国土というものを我々の手で守るんだということをしっかり腹に入れられまして、また準備としては腕に覚えのある準備をやり訓練をやると、そういうようにしていけば日本のこれから受ける空襲というものは全く物の数に足らんものであると考えております。焼夷弾には3つの種類があります。そこでその種類をよく知っておいて消し止める手段を間違えなければ焼夷弾などなんだ恐るるに足りません。エレクトロンにむしろをかける演習。平地の演習が済めば2階に移ります。これをよく研究してみますと、いざという時にはどんなにお互いの協力が必要であるか、つまり難波中佐の言われるように隣組こそがこれからの防火の中心であることが分かります。爆弾にはこのように地上につくかつかぬかに破裂するもの、土の中に潜って一定の時間を経てから爆発するものと大雑把に言って2種類ありますが、その爆弾の破片および爆風の起こす被害を避けるにはできるだけ低い姿勢を取らねばなりません。けれども稀にしか当たらぬ爆弾を恐れる人はあまりにも育児がなさすぎます。消防車は完全と活動する準備を常に整え、
男に代わって防空の第一線に立とうと東京の女子体育専門学校の生徒たちはこの通り救急訓練に勤しんでいるではありませんか。しかも空には一機たりとも我が国土に敵機の配慮を許さぬ現しがあり、地上には空への撃滅陣が待機しています。隣組を主体に一致団結すること、これこそ国家総力戦への第一歩であります。お召しを受けてようやく第一線に出征した夫の留守を守る女主人を助けて、東京下谷谷中三崎町の青物商田中春江さんのお店には銃後方向強化運動に最もふさわしい風景が毎日展開されています。春江さんを助けるのは近所の奥さん方4人。美しい銃後公園の真心です。主人王将に対して一旦店を閉めろと言い書かれて出てまいりましたけれど、近所南野様のおかげでもってこうやってどうにかお店も繁盛いたし、本当に自分ながら喜んでいる次第でございます。航空戦士強化の全国運動に先駆けて東京市航空青少年隊結成式が10月4日日比谷新音楽堂で挙行されました。国民学校児童、青年学校生徒ら1万名をもって作られた35の編隊に今井東京市教育局長から輝く大旗がそれぞれ授与されました。そして我ら大日本航空青少年隊員は挑戦実力航空精神を定例し、気を開き、義を練り、航空報告の誠をいたし、よって日本に向け立てばとらんことを期す。天皇陛下万歳！南市の聖夜に膝を没する泥濘と悪路をついて勇猛果敢な一大殲滅戦が展開されました。我が南市軍精鋭部隊は9月20日中市の作戦に呼応して行動を起こし、西港方面より前進を開始、ぬかるみに身をうずめ濁流を渡って猛進撃を続け、ここに西港下流右岸地区から滋賀奥地向けの軍事物資の輸送路に一大鉄槌を加えました。我が快速部隊の挺進するところ、差し物岸敵も戦意を失って敗走し、炎症物資はことごとく我が軍の手によって処理され、9月29日早くも作戦目的を達成したのであります。眼下に延々として連なる一筋の輸送路、これぞ炎症補給のルート越環鉄道で、敵が重要拠点と頼む九州南方30キロ東保山の駅であります。陸の現しこれ松部隊はこの越環線上に敵の貨車多数を発見、正確無比な急降下爆撃を行って一両も余さず破壊し、合わせて越環線爆破に成功しました。一方調査へと猛進を続ける我が地上部隊は長楽街付近において敵を包囲し、ここに壮烈な掃討戦を展開。従軍中の本社東紀藩は硝煙を浴びつつ我が将兵の勇敢なる活躍ぶりを捉えました。敵は正面の部落、
って快速と精鋭を誇る皇軍は早くも9月27日湖南作戦の目的地たる調査に突入。陸の表し各部隊も堂々銀翼を連ねて空から入場しました。Je crois qu'il faut expliquer ce que c'est que cette bataille de Changsha dont parlent les actualités japonaises. En fait, pendant la guerre, il y en a eu 3 batailles de Changsha. Une 2 ans plus tôt, à l'automne 39, celle-ci en septembre et octobre 41, et il y en aura encore une au début 42 qui sera pratiquement la seule opération d'envergure de toute l'année 42. Mais surtout, je crois que les Japonais présentent cela comme une victoire importante. Il faut bien le replacer dans le contexte, c'est ça l'important, je crois. Il n'y a pas de bataille à cette époque-là. Il y a au début de la guerre, pendant 15 mois, de juillet 37 à octobre 38, une offensive japonaise foudroyante dans deux endroits différents de la Chine, au nord et au centre, et ils ont conquis l'essentiel de ce qu'ils conquerront jamais au bout de ces 15 mois. Et ensuite, ils repartiront à la fin de la guerre en 44, en traversant la Chine du nord au sud. On a donc presque 6 ans, et là on est exactement au milieu. Il y a 3 ans qu'on est installé dans une guerre d'usure, avec des escarmouches, le front bouge un petit peu, des batailles comme celle de Changsha, qui ne sont pas jamais vraiment décisives. Ce sont des victoires faciles pour les Japonais, mais pas concluantes et qui ne tirent pas à conséquence. On s'observe, et ils sont empêtrés dans cette immense Chine qu'ils ont vite vaincue, mais que pas plus que Napoléon en Russie, un siècle, un quart plus tôt, ils n'arrivent à digérer. 被爆圏の敵を蹴散らしながら驚異的速度をもって進撃また進撃。 ABCD 包囲陣の最中にあって断固東亜共栄圏の確立に邁進する日本へ今最も有力な協力者として非一日と親善の度を加えつつある仏印。その仏印はまた豊穣な米の産地有名なサイゴン米の国でもあります。メコン川下流のデルタ地帯を中心に約600万ヘクタールに及ぶ水田にはよし素朴な農法が取られていようとも5月米10月米の二毛作もあって6300万トンの生産が約束されています。この豊かな米は米の町といわれるシオロンに運ばれここで脱穀精米されてそのうちの一部ははるばる名手の国日本へ運ばれてきます。シオロンの町はまた華僑の町でもあります。華僑の抑えている精米工場は75もあり大規模な近代的設備を整えておよそその生産方法とは対照的な形を示し十分考えるべきものを持っているのであります。熱帯のしかもごく限られた部分にのみ産出するというゴムは最も貴重な資源の一つでありましょう。ブラジルゴムが南洋各地への移植に成功してからわずかに60年出漁インドシナではここに見る本キャンのゴム園を営むテール・ルージュすなわち赤土植林会社が今ほとんど独占的に事業を行っています。仏印全土ではゴムに適した赤土を中心に栽培面積約13万ヘクタール約7万トンのゴムが生産されます。ゴムの液はかき回されて硫黄を加え弾力が与えられた後運搬に便利なように切られます。かくて今や日本を最大のお得意として仏印経済の中枢をなす二大産物はウインチの音も高らかに日本への積み出しが急がれているのであります。おい、みんな集まれ。刑務者が大声で総合を崩しています。なんだなんだと集まったのは奥地爆撃で敵軍をすっかり弱らせている陸の荒鷲たち。こいつはいい。こりゃあ素敵だと大喜びの慰問品を囲んで檻から爆撃から帰ってきた戦友も一緒になって仲良くじゃんけんで分配です。
は南仏印の矢に厳然たる仏印防衛の陣を敷く我が機砲部隊の機動演習であります。猛進また猛進、連熱140度もものかは豪々たるうなりを立て、戦車自動車の戦列は進撃する。いかなる敵も粉砕せんとする行軍の域はまさに天をつくの害があります。九市最前線の自動車移動修理工場、石炭雨費の管を縫ってあらゆる輸送に使われる自動車の故障を手早く直すこの部隊は1日に30台も修理します。敵場の偵察、それは戦いに勝つために最も大切なことであります。この重大な任務に服して華やかでもなく、しかも常に敵の頭上や地上をすれすれに大胆な飛行をする直接協力偵察機体こそは地上部隊の感謝の的でありましょう。ここに中市の空を縦横に飛び交いながら地味で危険な仕事を遂行している部隊に田中部隊があります。敵地を写真に撮ったり通信塔を投げ下ろしたり、友軍との無電連絡や地上部隊の誘導までも行います。これはコナン殲滅戦に功をして敗走する敵を撃墜、その頭上に壮烈な急降下地上走者を試みる勇士であります。民国30年、総反抗の豪雨も虚しく、厳然たる皇軍の一撃に調査を法的した敵軍は、雪崩を打って重要拠点、甲州へ敗走しました。陸の荒し北島部隊は、草刈隊長を先頭に銀翼を連ねて甲州を急襲。巨弾の雨を降らせて敗走する敵を粉砕。徹底的に軍需施設を破壊しました。品地編誌に輝かしい1ページを飾る待望の河南侵攻作戦は、10月2日、濁水渦巻く新黄河の敵前とかをもって火蓋を切って落としました。旧黄河鉄橋付近から中郷まで、延々100キロにわたって濁流を泳いでの決死的とかは、クリス、小林、星野、小池の各精鋭部隊によって一挙に成功。他地点の敵を蹴散らしながら驚異的速度をもって進撃また進撃、敵将営立攻撃下の各軍団を下押しに押しまくり、
作戦開始以来わずかに3日、10月4日、早くも敵の牙城鄭州を陥れました。これより先、入地部隊の精鋭はたちまちにして鄭州北方五里の重要拠点栄沢を攻略、上等高く第二勝機を翻しました。Lucien Bianco, vos réactions devant cette acuité japonaise? Oui. D'abord, je suis surtout frappé par ce qu'elle cache, les silences, bien sûr pour des raisons de propagande. On voit donc d'abord défense aérienne au Japon, des exercices, mais pourquoi? Qui craint-on? Bien sûr, pas l'armée chinoise, qui est bien incapable d'aller bombarder Tokyo, alors que 6 mois plus tard, Tokyo commencera à être bombardé par les Américains. Donc, c'est évident qu'on ne va pas dire, évidemment, aux Japonais qui regardent les actualités que la situation est devenue très grave dans les rapports nippo-américains, et moins de 2 mois après, il y aura Pearl Harbor. Donc, on voit par ailleurs qu'on les voit dans le sud de l'Indochine, on insiste sur des aspects économiques, le riz, le caoutchouc, mais surtout, ils sont là pour envahir la Malaisie, l'Indonésie, et cette occupation du sud de l'Indochine est une des raisons qui font que les Américains, en particulier au début de l'été, met l'embargo sur les ventes de pétrole au Japon, et ils craignent pour leurs réserves. Donc il y a des négociations extrêmement tendues, et finalement, on arrive exactement à ce moment-là, à la mi-octobre 1941, à une crise où le prince Konoye, qui espérait rencontrer Roosevelt, et Roosevelt a finalement refusé, va être obligé de démissionner, et il va être remplacé 2-3 jours plus tard par le fameux général Tojo, qui sera plus tard condamné à mort et exécuté comme criminel de guerre, et qui va devenir le Premier ministre de Pearl Harbor. Pas un mot là-dessus. Pas un mot là-dessus. Mais un peu le climat quand même, à cause de ces 1 ou 2 sujets qui évoquent, tout comme l'appel à des emprunts de guerre. On dit aux gens, acheter des obligations, ce qui laisse supposer qu'une autre guerre que celle de Chine va peut-être avoir lieu. Et on verra tout à l'heure dans l'actualité anglaise qu'on évoque aussi cette guerre du Pacifique qui n'a pas encore lieu du tout. Elle rôde autour de ces journaux de la mi-octobre, ça c'est extraordinaire. Absolument. Alors il y a une question que je voulais vous poser. Tout à l'heure vous disiez qu'en Chine on s'observait comme ça, mais j'ai 2 questions à poser. La première c'est qu'est-ce que c'est que cette armée chinoise à cette date? Et la deuxième question, on sait qu'il y a Chiang Kai-shek réfugié dans le sud-ouest. On sait aussi qu'il y a Mao Tse-tung, j'allais pas dire réfugié, mais caché dans le nord-est. Mais je crois que la situation est très compliquée. Alors, d'abord, l'armée. Qu'est-ce que c'est que cette armée? Oui, l'armée, on ne la voit pas. On voit simplement, on célèbre les victoires japonaises, et l'ennemi chinois, il n'apparaît jamais, simplement de loin, et il est très facile de le repousser. Et bien sûr, il faut préciser que cette armée chinoise est d'une extraordinaire faiblesse. D'abord, Chiang Kai-shek ne contrôle vraiment que ce qu'on appelle l'armée centrale, et il la privilégie de toute façon, ce qui fait que du coup, les généraux qui reçoivent beaucoup moins d'équipements se conduisent de façon indépendante et n'ont pas envie d'exposer leurs troupes contre les Japonais. Il y a beaucoup de généraux qui sont complètement nuls. Certains officiers ne savent pas lire de cartes. La plupart des officiers qui ont été les mieux formés ont été tués dès le début de la guerre, dans la fameuse bataille de Shanghai, dans les premiers mois. Les soldats, eux, sont d'abord, ils essayent d'échapper à la conscription. Ce sont les plus pauvres uniquement qui font leur service militaire. Tous les autres y échappent. Ils sont en général un taux de désertion extraordinaire. Dès qu'ils sont malades, l'hygiène est tellement déplorable qu'ils meurent. Il en meurt beaucoup plus de blessures non soignées ou de mauvais soins qu'au combat. C'est une armée, mais plus tard, quand la guerre du Pacifique aura commencé, le général américain qui dirige le corps expéditionnaire en Chine dira atterré, mais nous sommes alliés à un cadavre, l'armée chinoise. Donc il faut voir ce contexte pour voir la facilité des victoires japonaises. Alors deuxième question sur la Chine à l'époque. Oui, Chiang Kai-shek, le gouvernement officiel de Chine, ne contrôle donc que quelques provinces du sud-ouest, ce n'est pas les plus développées, et Mao Tse-tung est dans des régions encore plus pauvres, dans le nord-ouest de la Chine,
Et il y a bien sûr la Chine la plus riche, la Chine utile pour les Japonais, celle qu'ils occupent, et elle est gouvernée par un gouvernement collaborateur, ou plusieurs. À Nankin, il y a Wang Qingwei, donc le plus connu des collaborateurs chinois, mais il y en a encore un autre en Chine du Nord, à Pékin. Il y a encore un autre gouvernement. Alors, celui de Nankin, je vais vous poser une question un peu perverse. Celui de Nankin, dans certains ouvrages, on l'a appelé le Pétain chinois, tout en disant qu'il n'a pas ni la gloire, ni le passé, mais enfin qu'il a une politique un peu similaire face au Japon, n'est-ce pas, ou associé, mais pas associé. D'autres disent non, c'est Laval, et d'autres disent pas du tout, c'est Quisling. Alors, comment vous voyez les choses? Oui. Vous savez, le passé donc, de Wang Qingwei, le plus connu des collaborateurs, il est aussi, pour les révolutionnaires chinois, très glorieux, puisque très jeune, il a fait un attentat contre le prince régent à la fin de l'Empire chinois, en 1910, et par hasard, parce qu'il y a eu tellement de protestations en Chine, il n'a pas été exécuté immédiatement, mais il était condamné à prison à vie. Il a eu la chance qu'il y ait eu la révolution l'année suivante, en 1911, donc il a été libéré, il est devenu un héros. Il a été le principal lieutenant pendant longtemps de Sun Yat-sen, le fameux révolutionnaire chinois, donc il a un prestige extraordinaire. Évidemment, donc, il est très mal vu, et en Chine populaire et à Taïwan aujourd'hui, c'est le traître des deux façons. En fait, il faut bien dire que c'est, je crois, avant tout par anticommunisme qui va se dire c'est moins dangereux pour nous de nous entendre avec les Japonais, avec ces impérialistes, il ne fait pas tellement d'illusions sur eux, que de résister, de s'épuiser, et finalement... Mais Chiang non plus ne veut pas s'allier. On a dit pendant longtemps que Chiang ménageait les Japonais pour se réserver contre les communistes. C'est-à-dire que lui, il attendait. Il attendait, il s'est dit, les Japonais, il y a bien un jour ou l'autre où les Américains ou les Anglais nous enlèveront cette épine du pied, tandis que les communistes, c'est à ma portée, je peux les écraser. Les Japonais, non. Donc il vaut mieux, le même calcul, ne pas trop exposer mes forces, les réserver contre l'ennemi intérieur. Mais en fait, finalement, Chiang Kai-shek a fini par s'allier. Il y avait des slogans, la propagande disait les Chinois ne combattent pas les Chinois, et il a fini par le faire. Tandis que Wang Qingwei, jamais. Il ne faut non plus pas que je défende, que je fasse un pur de Wang Qingwei. La rivalité avec Chiang Kai-shek l'avait emporté contre lui parce que c'était le militaire et lui était un intellectuel sans troupe, fait qu'il joue aussi son jeu personnel en essayant de s'entendre avec les Japonais. Bien. Il n'est pas tout noir. Bon, donc on commence à voir un peu clair dans cette carte de la Chine militaire et politique. On va maintenant passer aux actualités anglaises qui vont évoquer pas mal de fronts, mais aussi, curieusement, l'Australie et Sydney qui se protègent contre les bombardements, ce qui est quand même assez extraordinaire, 2 mois avant la guerre qui n'a pas encore éclaté. Over a wide area of eastern and southern England, 2 armies, whose combined strength runs into some hundreds of thousands of men, are directed by General Sir Alan Brooke in large-scale maneuvers. One of the main objects of the exercise is to study the delivery of a heavy counter-offensive against a serious hostile landing. All the vital lessons learned so arduously and often bitterly from past campaigns are thrown into the operations, and from them emerge other lessons of supreme importance to the High Commander. Incidental scenes can never give a true impression of the vast conglomeration of men and armored equipment involved. The close local picture is as confusing and remote as the realities of the modern battlefield. Artillery units open fire. A strong force of tanks makes the maneuvers strikingly realistic. Valentines, Churchills, Covenanters, Waltzing Matildas and light cruisers are among those participating in this army exercise on the grand scale. It's all vastly different from the days before Dunkirk. In 2 years of war, the science of battle has undergone an amazing change. United States Marines build a village of Nissen huts in readiness for the main body of American troops.
Hot baths are not a luxury in Iceland because by shoveling in bucket loads of soap, there's always a plentiful supply of hot, soapy water in the old geyser. As a matter of fact, the soap has an irritating effect on the geyser, causing it to blow. Hot Springs Village also takes in washing. It's all part of the service. From tenders and launches, units of the American Army arrive from their transports at Reykjavik to take up their duties of guarding the important island on the fringe of the Arctic Circle. Men of a British regiment form a guard of honor as General Bonesteel of the United States Army comes ashore. He's met by General Curtis, the British CO. By the way, here are the types of food being eaten in American Army circles. Well, I don't know, mind you, but they seem to have forgotten the chewing gum. When the Brooklyn baseball team arrived home after having won the championship for the first time in 21 years, it was something like the return of the winners of our peacetime football cup to their hometown. But listen to the way the story of the event was issued by an American news service to the press. Gripped by an advanced case of galloping lunacy, Brooklyn, borough of bats in the belfry, today staged a wild, tempestuous, and completely unruly celebration-turned-riot in honor of its beloved pennant-winning bums. It was a borough gone berserk as a million slap-happy, slug-nutty men, women, and children poured into downtown Brooklyn for a victory parade of the Dodgers. From the moment the head of the parade first swung under Brooklyn's great victory arch in Grand Army Plaza until it wound up 2 miles later at Borough Hall, the huge crowd was wholly out of hand. Wrap up in the Democratic National Convention, a Mardi Gras Carnival, New Year's Eve at Times Square, the Armistice Celebration, and Walpurgis Night in a loony bin, and you have the triumphal parade of them bums. Yeah, wrap it up and take it away. Gurkha infantry and other empire troops enter Kermanshah as from south and west, Britain sends forces into Iran. The Axis-poisoned country of the recently abdicated Shah was once a happy hunting ground for Nazi agents. The peaceful invasion is watched with interest by Iranian soldiers as our forces pass in long columns through the towns to make contact with the Russians coming down from the north. Near the town of Kazvin, the two columns meet, and the long Allied front reaching from the Arctic to Libya is joined. British and Russian commanders shake hands, and the soldiers of Great Britain and the Soviet Union meet for the first time. Across Iran, 3 times the size of France, roll the mechanized forces of the Allies, while the people of this ancient land look on with seeming indifference. In the capital city of Tehran, life goes on much the same. There's that man again, but he's had his nose badly put out of joint this time. Oui, là, il faut dire un mot, d'abord pour observer en toute sérénité que les Russes du Nord et les Anglais depuis le Sud ont fait bon marché de la neutralité de l'Iran. Tout à l'heure, on les a vus, on a vu les Américains en Islande, sans doute c'était une dépendance du Danemark occupée, néanmoins déjà l'occupation de l'Islande est un peu suspecte du point de vue des bonnes mœurs internationales, mais là, il y a évidemment une violation extraordinaire du droit international. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Anglais, à cette époque, sont pris par une crise de russophilie, parce que, et on voit que leurs rapports sont excellents en Iran, une crise de russophilie qui s'explique parce que certainement ils ont réussi à résister aux Allemands, mais ils sont quand même un peu anxieux et désespérés parce qu'ils voient comment ils n'ont pas perdu la guerre, mais ils ne voient pas comment la gagner. Et grâce à l'URSS, pense-t-il peut-être que... Alors il y a une sorte de... on verra Beverbrook, on a vu Beverbrook qui cause là-dessus, etc. Il y a un enthousiasme. Et ils s'entendent fort bien pour l'instant avec les Russes pour se partager l'Iran. Et les Russes, évidemment, les Soviétiques vont en profiter pour soulever un petit peu les Azéris, les Kurdes, un problème permanent en histoire. Mais les Soviétiques n'osent pas aller trop loin dans la décomposition de l'Empire iranien, parce qu'ils ont tellement besoin des Anglais et des Américains qui arrivent par le Sud pour leur livrer du matériel qu'il faut être prudent. Et ils n'agiront pour
faire sécession au peuple iranien du Nord qu'une fois la victoire acquise. Pour l'instant, c'est encore l'heure des baisers sur la bouche. For the first time in close-up, we meet the new four-cannon Hawker Hurricane, a still more deadly aircraft than the Mark I Hurricane. A new Rolls-Royce Merlin engine has resulted in a much higher ceiling, a better rate of climb at altitude, and a greater top speed. A captured Junkers 88 takes off to join in efficiency tests of the new Hurricane and show the qualities of our new fighter as compared with the German machine. This film has been made possible by special facilities arranged by the Air Ministry and Ministry of Aircraft Production. Jutting out from the leading edges of the wings, the four cannon, each firing a 20mm shell, a marked improvement on earlier armament. The new fighter has already proved vastly superior to the latest German single-seater, the Me-109F. In a few moments, you'll see the terrific intensity of the Hurricane's fire. In the meantime, Hurricane and Junkers twist and turn in mock combat. The new Hurricanes have had conspicuous successes in attacks on enemy shipping, in fighter sweeps over enemy-occupied territory, and in the interception of enemy bombers. And now we bring you official pictures taken during actual operations. A camera records a miniature cinefilm every time the gun buttons are pressed and the cannon open up against the German supply vessels and flagships. Naturally, the quality of the enlarged film suffers a little, but it's the real thing on the screen without trimmings. Although Britain's powerful Sterling heavy bombers have been on operational work for several months, it is now, as these magnificent aircraft roll out of the factories in a steady and ever-increasing stream, that the spotlight is focused on the hard-hitting giants of Bomber Command. As the RAF opens up its autumn bombing offensive with raids on an unprecedented scale, Britain's heaviest and deadliest machines become prominent in the air war over Germany. Carrying 3 times the bomb load of a Wellington and 9 times that of a Blenheim, the short Sterlings have already made Air Force history. It has taken us many hard and bitter months of work and patience to do it, but we're now well on the way to giving Germany the thrashing of her life. Now it's our turn, and by heavens, these are the men and machines that'll do it. 5,600 horsepower developed by 4 banks of 14-cylinder engines. A superb defensive armament, a colossal cargo of bombs, and a crew of airmen second to none. These are the known sterling qualities of Britain's new aerial armada. Yes, it's our turn now. His Majesty's aircraft carriers, Formidable and Illustrious, take time off in an American Navy yard at Portsmouth, Virginia, for repairs and a general clean and brush-up. The Formidable, under Commander Le Mercier, like her sister ship, gets ready to take her place again in the Battle of the Atlantic. America's Portsmouth is a far cry from Pompey on our south coast, but the mighty aircraft carriers are kept as spick and span as when they pass in peacetime review off Spithead. And equally important, the lads are in high spirits and, judging by their appearance, have got this war all buttoned up. The full numbers of tanks and aircraft to Russia promised for the month of October have been provided. Back from the three-power conference in Moscow, our energetic Minister of Supply, Lord Beaverbrook, says, So swiftly we pledged ourselves to provide for Stalin and for the Russians all the tanks and all the aircraft that they asked for.
In those crates are British warplanes for the Soviet Air Force. On the quayside are British tanks for the Red Armies in the field. To the maelstrom of war in Russia go the weapons we have pledged to supply to the Soviet Union. The combined strength of the British, American, and Soviet war production is needed to crush the enormous weight of German material being flung into the most decisive land battle of all time. The outcome of the Battle of Russia will decide the Second Battle of Britain. Meet some of South Africa's wartime women, who apart from making shells are not forgetting the V sign. At a big munition factory in the Union, Miss South Africa is manning the production lines, turning out shells and yet more shells. The girls of the Industrial Army are very businesslike in their semi-military uniforms, and their smartness would do credit to any soldier. This band of picked workers were all recruited from the district in which the factory is situated. Making munitions is a full-time job at full pressure. Every woman and every machine works to maximum capacity, and the output of the factory rises week by week with encouraging regularity. The girls are seeing to it that our guns won't go hungry. Government inspectors test and weigh the shells, and they're ready to pass out of the factory. The workers have had another record day. We salute the girls behind the shells. The Malay name for Lion City is Singapore, and a Lion City it is indeed, squatting powerfully at the crossroads of all eastern sea lanes. It first became a British possession in 1819 when Sir Stamford Raffles took it from some buccaneers. 20 years ago, it started to grow into the world's greatest naval base. Today, it still makes news. The Victory V sign, embroidered on banners, is presented to the GOC Malaya by representatives of the Chinese population on behalf of the China Relief Fund. The Commander-in-Chief, Far East, Air Chief Marshal Sir Arthur Brooke Popham, makes an inspection of some Bren gun carriers which are playing their part in the defense of Britain's stronghold. At strategic points around the city, gun emplacements ring one of the most strongly fortified bases in the world. The garrison, which is being continually reinforced, is fully capable of maintaining Singapore as a city of the British Lion. Sunset over Sydney, and the great metropolis prepares for its first complete blackout test. Aerial observers set off to study its effect as the New South Wales capital makes ready to sample one of our typical nights of blackness. And just in case you've forgotten, here's how a city looks with the lights on. When 9:30 comes round, Moaning Minnie opens up and out go the lights. "99% of the public do what you and I do, but there were glaring instances of non-compliance. There's one. That's not good enough, old man. Here comes old Dog's Body to complain. Lights out, madam, please. The blackout is unpopular in some quarters, but extremely popular in others. Sydney's even copying our blackout pastime. Well, that's that. 800 square miles lit up again. Back to normal after a blackout blitz without gunfire, bombs, or enemy planes. Even so, Sydney has been learning things. Maybe the lessons of war in this country will bring about a no blitz, no blackout policy. But until then, we'll black out and like it, I don't think. Dutch and Belgian servicemen invade Wembley Stadium for the international match organized in aid of the Red Cross and St. John's Fund. The Dutchmen are wearing white shorts, the Belgians black. Truly continental in atmosphere, the game is chiefly notable for a lot of hefty kicking, both teams going at it hammer and tongs. Rather on the lines of the American grid game, reserve players are on tap to be rushed into play when casualties occur. In fact, at one period, it seems as if additional reserves will have to be called up to replace injured substitutes.
men from Belgium are beginning to put the men from Holland in Dutch. Here goes another one through the posts. And that seems to decide the game. Belgium 5, Holland 4. And the skippers are still chums. Oui, je voudrais faire une petite remarque sur ce match de football. Parce qu'enfin, le football fait partie de... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce match, comme dans tous les matchs qu'on a vus depuis un an ou deux pour les années 40, les footballeurs, quand ils tombent, ils se relèvent tout de suite. Alors que de nos jours, quand ils tombent, ils se roulent, ils se tordent, il y a une civière, on compte. Est-ce que c'est la race footballistique qui est devenue plus faible ou est-ce que c'est un truc comme ça de faire du cinéma dans les... moi, je crois qu'il y a des ruses et des calculs, il ne faut pas le dire. Mais là, ce sont des vrais footballeurs. Bon, je m'excuse, revenons à des choses sérieuses, c'est-à-dire à la mondialisation que ces actualités font apparaître, mondialisation de la guerre. C'est extraordinaire que les images, par leur disposition, leur dispositif, sans rien dire, puisqu'elles, comme vous l'avez remarqué, elles cachent ce qui se passe au Japon, n'est-ce pas? Sans rien dire, nous montrent que la guerre va éclater. Oui, non, mais c'est sûr. Et tant les Anglaises que les Japonaises, avec oui. Évidemment les Américains en Islande et les Japonais partout, et l'Indochine, elle reste. Moi, je crois, pour en revenir à la Chine, que c'est ce que Chiang Kai-shek attend et espère depuis très longtemps. Il a l'impression que ça fait 4 ans qu'il supporte le choc seul. Il a bien eu au début une aide, paradoxalement même, de l'Allemagne, ensuite de l'URSS, beaucoup plus que des démocraties occidentales, qui ont, au moment de Munich, pratiqué l'apaisement. Et après la Russie, bon, quand il y a eu le pacte germano-soviétique, il n'a plus pu compter sur elle, surtout quand il y a eu l'Axe, parce que cette fois, il ne fallait plus qu'ils attaquent le Japon. Et là, enfin, il attend, et ça va être la divine surprise de Pearl Harbor. Les Chinois vont considérer, cette fois, c'est plus à nous, c'est à d'autres à faire le travail pour nous, et on sera forcément dans le camp des vainqueurs. Il avait donc fait le bon calcul. Il avait fait le bon calcul. C'était exactement, au fond, ça a dû donner raison, ce qui répondait à l'opinion patriotique chinoise depuis une dizaine d'années. C'est exactement ça. Attendons, les contradictions anti-impérialistes sont suffisantes pour qu'ils s'expliquent entre eux. Et nous, comme ça, bon, ben, écoutez, réglons nos affaires. C'est une question de diplomatie plus que de combat. Merci Lucien Bianco pour cet éclairage sur l'aspect chinois et pacifique de cette guerre qui commence bientôt. À une autre fois, j'espère. Merci, au revoir.